Chapitre 1, les fondations. Reed Morrison avait bâti son empire à la dure. Ayant grandi dans la ceinture de la rouille, avec un père qui buvait jusqu'à la dernière goutte de salaire et une mère qui faisait des ménages pour subvenir à ses besoins, il avait appris très tôt que le monde ne lui devait rien. À 35 ans, il était propriétaire de Morrison Construction, une entreprise passée d'un simple camion et d'un rêve à une entreprise multimillionnaire spécialisée dans les projets immobiliers de luxe dans 3 États. Les cicatrices sur ses articulations racontaient sa jeunesse, ses bagarres de rue, ses accidents de chantier et le genre de travail acharné qui pouvait briser un homme ou le forger en quelque chose d'incassable. Reed avait choisi la seconde option. Rien ne manquait à ses yeux gris acier, et sa poignée de main pouvait briser des os s'il le voulait. Ceux qui travaillaient pour lui le respectaient, non seulement pour sa réussite, mais aussi pour l'intensité discrète qui laissait entendre que contrarier Reed Morrison serait leur dernière erreur. Il avait rencontré Brooke Sterling lors d'un gala de charité 5 ans plus tôt. Elle avait 28 ans, blonde, d'une beauté raffinée, fruit de son inépuisable désir de ne manquer de rien. Son père, Bob Sterling, était propriétaire de Sterling Financial Services, une société d'investissement spécialisée pour les plus fortunés. Sa mère, Pat, passait ses journées au country club et ses soirées à recevoir l'élite de Millfield. Brooke semblait différente à l'époque. Charmante, pleine d'esprit, avec juste ce qu'il fallait d'audace pour intriguer un homme comme Reed. Leur mariage avait été l'événement mondain de la saison. Reed se souvenait d'être debout devant l'hôtel, regardant Brooke descendre l'allée dans une robe plus chère que ce que la plupart des gens gagnaient en un an, pensant qu'il allait enfin atteindre ce que son père n'aurait jamais pu atteindre, la respectabilité. Le nom Sterling lui ouvrait des portes que les seuls bénéfices de Morrison Construction ne pouvaient pas lui ouvrir. À la naissance de Grace, il y a 3 ans, Reed pensait que sa vie était accomplie. La petite fille aux boucles blondes de sa mère et au menton déterminé représentait tout ce qu'il s'était battu pour construire. Il lui offrirait l'enfance qu'il n'avait jamais eue. Stabilité, sécurité, amour sans condition. En la regardant faire ses premiers pas dans leur immense maison de banlieue, Reed avait ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. Un bonheur pur et simple. Mais Reed Morrison était un homme attentif aux détails. Il avait survécu en lisant les gens, en captant les anecdotes qui révélaient leurs véritables intentions. Et ces derniers temps, il avait remarqué des choses chez sa femme qui n'avaient pas de sens. Chapitre 2. Fissures dans les fondations. Les changements avaient commencé modestement. Brooke s'était mise à faire plus de sport, à acheter de nouveaux vêtements, à changer de parfum. Elle prétendait suivre des cours d'art le jeudi soir. Mais lorsque Reed passait devant le centre communautaire où, disait-elle, les cours avaient lieu, le parking était toujours vide. Son téléphone, autrefois négligemment laissé sur les comptoirs et les tables, la quittait désormais. Reed avait bâti son entreprise sur l'information. Avant de se lancer dans un projet, il se documentait sur tout, la composition du sol, le règlement d'urbanisme, la concurrence, la politique locale. Quand quelque chose clochait dans son mariage, il appliquait la même approche méthodique. Il engagea Trevor Blake, un détective privé qui avait effectué des vérifications d'antécédents pour les gros contrats de Morrison Construction. Les photos que Blake livra 2 semaines plus tard confirmèrent ce que Reed suggérait instinctivement. Brooke entrant au Grandview Hotel avec Kyle Brennan, un promoteur immobilier que Reed connaissait de réputation. Brennan était un homme d'affaires fortuné, riche d'un héritage, diplômé de l'Ivy League, le genre d'homme qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Sur les photos, Brooke regardait Brennan comme elle regardait Reed avant que la familiarité ne nourrisse le mépris. Kyle Brennan représentait tout ce que Reed méprisait chez l'élite fortunée. Tandis que Reed avait gravi les échelons à partir de rien, Brennan avait eu des opportunités sur des plateaux d'argent. Ses projets de développement étaient financés par le fonds fiduciaire de son père. Ses affaires étaient facilitées par ses relations familiales. Il était marié à Amanda Brennan, une chirurgienne qui travaillait 16 heures par jour pendant que Kyle jouait au golf et collectionnait les voitures de collection. Reed étudiait les photos de surveillance avec le même détachement qu'il avait apporté à Construction Blueprint. Les horodatages racontaient une histoire de tromperie s'étalant sur 3 mois. Les cours d'art du jeudi avaient en fait lieu le jeudi après-midi au Grandview. La nouvelle routine d'entraînement lui permettait de tonifier son corps pour un autre homme. Le parfum avait été choisi selon les préférences de Kyle, pas selon ses lectures. Mais ce qui le blessait le plus, ce n'était pas l'adultère en lui-même, mais sa désinvolture. Sur une photo, Brooke riait d'une remarque de Kyle, la main sur son bras, l'air sincèrement heureux, comme Reed ne se souvenait pas l'avoir vue depuis des mois. Elle ne trompait pas seulement. Elle tombait amoureuse de quelqu'un d'autre.
Reed avait toujours été fier de son contrôle. En affaires, il planifiait chaque mouvement 3 coups à l'avance. Dans la vie, il croyait que la préparation et la détermination pouvaient surmonter tous les obstacles. Mais assis dans son bureau, devant l'épreuve de la trahison de sa femme, il sentit quelque chose de dangereux le saisir. Pas seulement de la colère, mais la fureur froide et calculatrice qui l'avait aidé à traverser les pires moments de son enfance. Le Reed Morrison, qui avait survécu aux colères de son père et bâti un empire à partir de rien, n'était plus celui qui avait appris à sourire au dîner de country club et à bavarder avec les amis de Brooke. Cette version de lui-même était une mise en scène, une construction minutieuse conçue pour s'intégrer à l'univers de Brooke. Mais sous le vernis de la respectabilité, l'homme qui avait autrefois envoyé 3 types à l'hôpital pour avoir tenté de lui voler son argent de poche était toujours bien vivant. Chapitre 3, le point de rupture. L'appel arriva un mardi après-midi. La voix de Pat Sterling était mielleuse, le même ton qu'elle avait utilisé pour demander à Reed de faire un don à sa dernière œuvre caritative. Reed. Chérie, j'espère que ça ne te dérange pas, mais on garde Grace pour dîner ce soir. Bob lui a appris à jouer aux échecs, et elle est tout simplement fascinée. Tu sais comment sont les grands-parents. Reed avait examiné des contrats, mais quelque chose dans le ton de Pat le fit hésiter. C'est bon. Je viendrai la chercher après ma réunion. Oh, pas de précipitation. Prenez votre temps. La réunion se termina plus tôt que prévu. Alors que Reed se dirigeait vers la demeure des Sterling, dans le quartier le plus huppé de Millfield, il repensa à sa relation avec les parents de Brooke. Bob Sterling n'avait jamais vraiment caché sa déception que sa fille ait épousé un homme d'un rang inférieur. Cet homme avait une façon de poser des questions sur les affaires de Reed qui donnait à la réussite légitime une impression quelque peu douteuse. Pat était plus subtile, mais tout aussi dédaigneuse, trouvant toujours le moyen de rappeler à Reed que le nom Morrison manquait de la respectabilité de la famille Sterling, acquise depuis des générations. Il le tolérait parce qu'il avait réussi, parce qu'il pouvait se permettre de maintenir leur fille dans le style de vie qu'elle attendait. Mais Reed avait toujours senti qu'ils attendaient qu'il échoue pour prouver la justesse de leur jugement initial. La maison des Sterling était située sur un hectare de pelouse impeccable, un style colonial qui respirait l'argent d'antan. Reed se gara dans une allée circulaire et se dirigea vers la porte d'entrée, mais le bruit de voix provenant du salon de jardin le fit s'arrêter. Par la porte-fenêtre, il aperçut Grace assise à une petite table, le visage ruisselant de larmes. « Nettoie les toilettes à nouveau. » La voix de Bob Sterling résonnait clairement à travers la vitre. « Tu es comme ton père, un raté qui ne fait rien correctement du premier coup. » Pat Sterling se tenait non loin de là, les bras croisés, regardant sa petite fille de 3 ans se débattre avec une brosse de nettoyage trop grande pour ses petites mains. Peut-être que si elle avait été mieux élevée, elle apprendrait plus vite, dit Pat avec une cruauté désinvolte. Mais que peut-on attendre de cette famille? La main de Reed était sur la poignée de la porte lorsqu'il entendit une autre voix. Le rire de Brooke, léger et musical, comme si voir sa fille se faire humilier était la chose la plus amusante au monde. « Tu as tellement raison, maman. » Brooks dit, Grace doit apprendre que les actes ont des conséquences. Reed n'avait jamais retenu cette leçon, alors quelqu'un doit la lui apprendre. Reed resta figé, regardant sa fille de 3 ans pleurer en essayant de nettoyer les toilettes avec des mains tremblantes. Tandis que les adultes de sa vie, ceux qui étaient censés la protéger, se moquaient d'elle pour avoir partagé son sang. Ce moment s'est gravé dans sa mémoire avec une clarté parfaite. Le visage baigné de larmes de Grace, ses expressions fières et suffisantes, et la trahison désinvolte de Brooke, non seulement envers lui, mais aussi envers leur enfant. À cet instant, Reed Morrison mourut. Ce qui restait était bien plus dangereux. Un homme qui n'avait plus rien à perdre et toutes les ressources du monde pour faire payer ses ennemis. Il se détourna de la porte et retourna à son camion. Il avait des appels à passer. Chapitre 4. Le premier Domino's. Reed rentra chez lui dans un silence absolu. Il avait déjà 3 coups d'avance. Lorsqu'il arriva dans son allée, il avait pris sa première décision. Il appela Trevor Blake. « J'ai besoin de tout », dit Reed sans préambule. Bob Sterling, Pat Sterling, Kyle Brennan. Dossier financier, transactions commerciales, habitudes personnelles, relations familiales, faiblesses, tout. Cela va coûter cher. L'argent n'est pas un problème. Je veux des informations qui peuvent les détruire, et je les veux vite. Son deuxième appel fut adressé à Marcus Webb, son avocat, l'une des rares personnes à connaître le véritable passé de Reed.
Webb s'était occupé des démarches juridiques lorsque Reed avait racheté Morrison Construction à son ancien patron, et il était resté intègre malgré les zones d'ombre du développement de l'entreprise de Reed. Marcus, j'ai besoin que tu me fasses un petit retour sur quelque chose. La maison Sterling. Bob a fait appel à Morrison Construction pour les travaux de rénovation il y a 5 ans, non? Oui. Tu lui as pratiquement donné le prix du travail. Cadeau de mariage pour Brooke, qui détient l'hypothèque principale. Sterling Financial Services la détient elle-même. Quoi? Reed a souri pour la première fois de la journée parce que Bob Sterling a fait une erreur. Il a utilisé sa propre société pour financer sa maison. Et j'en suis l'actionnaire majoritaire. Il y a eu un silence de mort. Reed, tu ne me le disais pas? Il y a 6 mois, quand Sterling Financial avait besoin de capitaux pour le développement de ce centre commercial, ils sont venus me voir. J'ai acheté 45% de la société via des sociétés écrans. Bob pense avoir affaire à des investisseurs anonymes de Chicago. Bon sang, Reed. Tu possèdes presque la moitié de Sterling Financial. J'en possède assez pour faire rembourser mes dettes quand je veux. Et Bob Sterling est sur le point de découvrir que son prêt immobilier est en souffrance. Le troisième appel de Reed fut adressé à Danny Rodriguez, son contremaître le plus fidèle et ce qui se rapprochait le plus d'un ami. Danny avait grandi à 3 pâtés de maison de chez Reed. Et il était l'un des rares à se souvenir de Reed avant qu'il n'apprenne à porter des costumes et à sourire au dîner. Danny, j'ai besoin d'une faveur. Cette équipe de démolition que nous utilisons pour les gros chantiers. Sont-ils disponibles pour travailler en freelance? Ça dépend de vos besoins, patron. J'ai besoin qu'ils soient très bons dans leur travail et très mauvais pour se souvenir des détails. Danny resta silencieux un instant. Il s'agissait de Brooke. Reed ne lui avait jamais parlé de leur liaison, mais Danny avait des yeux. Il avait remarqué les changements dans le mariage de Reed comme il remarquait les problèmes de structure dans les bâtiments. Il s'agit de protéger Grace, dit Reed. Enfin, tu as tout ce qu'il te faut. Lorsque Brooke rentra avec Grace ce soir-là, Reed avait mis la première phase de son plan à exécution. Il regarda sa femme border leur fille dans un lit, embrassant Grace sur le front avec ce qui semblait être une affection sincère. Cette vision l'avait peut-être troublé autrefois, mais Reed comprenait désormais que Brooke était capable d'aimer Grace tout en l'utilisant comme une arme contre lui. « Comment s'est passée ta soirée ?» demanda Brooke en le rejoignant dans le salon. « Productive », répondit Reed sans lever les yeux de sa tablette où il examinait les documents financiers que Trevor Blake avait déjà commencé à lui envoyer. « Comment va Grace ?»« Oh, tu sais comment sont mes parents. Ils la gâtent à mourir. » Le mensonge de Brooke lui parvint sans même qu'une once de culpabilité ne traverse son visage. Rehocha la tête, prenant note mentalement. Il commençait à comprendre que sa femme n'était pas seulement infidèle. Elle était fondamentalement cruelle. La femme qu'il avait épousée avait caché sa vraie nature derrière son charme et sa beauté. Mais lorsqu'elle crut que personne ne la regardait, le masque tomba. « Je vais travailler tard ces prochains soirs, dit-il. Un gros projet arrive. » Bien sûr, ma chérie. Tu as travaillé si dur. Reed la regarda enfin, scrutant le visage qu'il avait cru aimer autrefois. Brooke était toujours aussi belle, mais il voyait maintenant le calcul derrière son sourire, la façon dont elle évaluait chaque interaction pour ce qu'elle pouvait en tirer. Le paiement de Sterling House est dû demain, dit-il nonchalamment. Je l'ai remarqué en consultant nos comptes. Oh, c'est parfait. Papa gère tout ça par l'intermédiaire de l'entreprise. Reed sourit. J'en suis sûr. Alors que Brooke montait à l'étage, cherchant déjà son téléphone pour envoyer un SMS à Cal Brennan, Reed ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. Le courriel était destiné à 3 sociétés écrans qu'il avait créées précisément pour ce genre de situation. Au matin, Bob Sterling recevrait des avis de rappel de son prêt. Son paiement était en retard de 30 jours, et Sterling Financial Services exigeait le paiement intégral et immédiat. La maison qui avait été témoin de l'humiliation de sa fille serait la première victime d'une guerre dont Bob Sterling ignorait même l'existence. Chapitre 5, le chasseur devient la proie. Kyle Brennan vivait dans un monde où les problèmes se résolvaient par des appels téléphoniques et des connexions. Son grand-père avait fait de Brennan Développement une puissance régionale. Son père avait maintenu l'empire. Et Kyle avait hérité de la richesse et de l'arrogance qui l'accompagnaient. À 32 ans, il n'avait jamais eu à subir les conséquences de ses actes, car l'argent de sa famille avait toujours fait disparaître les problèmes.
Reed étudiait la routine de Kyle avec la même attention qu'autrefois pour le suivi des plannings de construction. La surveillance de Blake révélait un homme aux habitudes prévisibles. Entraînements matinaux, salle de sport exclusive, déjeuner d'affaires au country club, partie de golf l'après-midi, soirée passée avec sa femme Amanda ou sa maîtresse Brooke. Kyle évoluait avec l'assurance désinvolte de quelqu'un qui croyait que le monde existait pour son confort. Mais il avait commis une erreur cruciale, il avait sous-estimé Reed Morrison. Le premier geste de Reed fut subtil. Morrison Construction avait été sous-traité pour les fondations du dernier projet de Brennan Développement, un complexe commercial de luxe qui représentait la tentative de Kyle de faire ses preuves auprès de son père. L'équipe de Reed avait fait un excellent travail, mais Reed passa un seul coup de fil à Danny Rodriguez. « J'ai besoin que vous trouviez des problèmes dans le projet Brennan, » dit Reed. « Rien de dangereux, mais suffisamment pour que l'inspection échoue. » « Quel genre de problème ? » Le genre qui nécessitait de tout détruire et de tout recommencer. Le genre qui coûtait des millions en retard et en matériaux. 3 jours plus tard, les inspecteurs municipaux découvraient des irrégularités dans les fondations qui nécessiteraient une reconstruction complète. Le projet de Kyle, déjà exploité avec des marges serrées, risquait des dépassements de coûts qui ruineraient ses marges bénéficiaires et sa réputation. Lorsque Kyle appela Reed pour lui demander des explications, celui-ci afficha un ton parfaitement professionnel. « Je suis aussi surpris que toi, Kyle. Mon équipe a tout fait dans les règles. Parfois, ce sont des choses qui arrivent dans la construction. » Mais Reed ne faisait que commencer. Sa deuxième action visait le mariage de Kyle. Amanda Brennan était une chirurgienne cardiaque qui travaillait des heures infernales à l'hôpital Saint-Marie. Elle était brillante, dévouée et ignorait complètement que son mari la trompait avec la femme de Reed. Reed aurait pu lui parler simplement de sa liaison, mais cela aurait été trop simple, trop clair. Au lieu de cela, Reed s'arrangea pour qu'Amanda se découvre elle-même de la manière la plus bouleversante possible. Il engagea un fleuriste pour livrer des compositions florales au bureau de Kyle tous les jeudis. Le même jour, Kyle retrouva Brooke à l'hôtel Grandview. La carte était signée « Votre fille du jeudi », d'une écriture qui correspondait à celle de Brooke. Reed s'assura que les livraisons arrivaient au moment où Amanda était la plus susceptible de venir au bureau de Kyle, ce qui se produisait tous les jeudis lorsque son emploi du temps lui permettait de déjeuner. Le génie du plan résidait dans sa subtilité. Reed ne révélait pas directement sa liaison. Il laissait l'arrogance de Kyle la révéler. Kyle, flatté par ce qu'il pensait être des gestes romantiques de la part de Brooke, exposa les fleurs bien en évidence. Il mentionna même sa fille du jeudi à ses collègues, se croyant malin et mystérieux. Amanda Brennan était une femme qui avait gagné sa place grâce à son intelligence et son sens de l'observation. Lorsqu'elle remarqua le schéma, des fleurs tous les jeudis, l'humeur plus positive de Kyle le jeudi soir, son soudain intérêt pour le travail tardif, elle commença à enquêter seule. Il lui fallut 2 semaines pour suivre Kyle à l'hôtel Grandview et le voir embrasser Brooke dans le hall. Reed était dans son bureau lorsque Kyle fit irruption, le visage rouge de rage et de panique. « Fils de Kyle », il cria, « tu nous observais. » Reed leva les yeux de son ordinateur avec une légère surprise. « Je suis désolé. Amanda est au courant. Elle demande le divorce et elle prend la moitié de mes biens. Je ne comprends pas de quoi tu parles, Kyle. Tu vas bien ?» Kyle s'avança vers le bureau de Reed, les poings serrés. Reed ne bougea pas, mais quelque chose dans son regard arrêta net Kyle. Pour la première fois de sa vie privilégiée, Kyle Brennan regardait un homme qui avait grandi en luttant pour sa survie. Et un instinct primitif le prévint que cette confrontation ne se terminerait pas comme il l'espérait. « Tu te crois si intelligent », dit Kyle d'une voix tremblante. « Mais je sais ce que tu fais. Brooke me raconta tes petits manigances. » Reed sourit, et son expression était plus froide que tout ce que Kyle avait jamais vu. « Vraiment ? Que t'a dit Brooke d'autre ? » Elle dit, « Tu es méfiant depuis des mois. » Elle dit, « Tu as engagé quelqu'un pour nous suivre. » C'est bien ce qu'elle a dit ? Reed se leva lentement, ses mouvements contrôlés et réfléchis. « Kyle, laisse-moi te demander quelque chose. Crois-tu vraiment que j'aurais attendu des mois avant de te confronter si j'avais été au courant de cette liaison ? » La question resta en suspens, tandis que l'intelligence limitée de Kyle peinait à en saisir les implications. Reed continua de parler, d'une voix calme et posée. « Crois-tu qu'un homme comme moi, un homme qui a monté son entreprise à partir de rien, resterait les bras croisés et laisserait un héritier de fonds fiduciaires lui voler sa femme ? Crois-tu que je t'aurais laissé m'humilier pendant 3 mois sans rien faire ?
Le visage de Kyle pâlit tandis qu'il prenait conscience de la véritable ampleur de la situation. Non, Kyle, je suis au courant pour toi et Brooke depuis exactement 4 jours. Et pendant ces 4 jours, j'ai détruit ton projet d'entreprise, mis fin à ton mariage et organisé la démolition complète de tout ce que tu pensais posséder. Parce que quand quelqu'un prend quelque chose à Reed Morrison, il ne peut pas le garder. Il perd tout. Reed a fait le tour de son bureau jusqu'à se tenir à quelques centimètres de Kyle, suffisamment près pour que celui-ci puisse sentir la sueur et le béton qui collait encore à ses vêtements malgré des années de costume. Tu voulais jouer dans mon monde, Kyle. Tu veux prendre ma femme, ma famille, ma vie. Maintenant, tu vas apprendre ce qui arrive quand on vole quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. K a essayé de parler, mais Reed n'avait pas fini. Ce n'est que le début. Avant que j'ai fini, tu perdras ton entreprise, ton mariage, ta réputation et le respect de ta famille. Et Brooke va découvrir que trahir Reed Morrison a été la plus grosse erreur de sa vie. Kyle recula vers la porte, sa rage passée remplacée par quelque chose qui ressemblait fort à de la peur. Tu es fou, murmura-t-il. Reed sourit de nouveau. Non, Kyle, je suis juste meilleur que toi à ça. Chapitre 6. Les titans du web. Brooke Morrison avait toujours cru être la personne la plus intelligente. Sa liaison avec Kyle n'était pas seulement une question de passion. C'était une question de pouvoir, de posséder quelque chose que son mari ignorait, de se prouver qu'elle pouvait manipuler les hommes de sa vie sans conséquence. Elle s'était lassée de l'intensité de Reed, de son obsession pour les affaires, de ses origines ouvrières qu'aucun succès ne pouvait effacer complètement. Kyle représentait tout ce que Reed n'était pas raffiné, cultivé, né dans la richesse et le privilège. Quand Kyle la regardait, elle se voyait telle qu'elle voulait être, sophistiquée, désirable, digne des plus belles choses de la vie. Cette liaison l'avait fait se sentir vivante comme son mariage ne l'avait pas fait depuis des années. Mais Brooke était sur le point d'apprendre qu'elle avait sous-estimé son mari au point de tout lui coûter. La campagne de Reed contre sa femme commença avec une précision chirurgicale. Il commença par liquider discrètement des actifs, vendre des actions, transférer des fonds, restructurer des investissements de manière apparemment routinière, mais systématiquement déplacer l'argent hors de portée de Brooke. Les comptes sociaux de Morrison Construction furent réorganisés par le biais de sociétés écrans. Le compte d'épargne joint, que Brooke surveillait rarement, fut progressivement vidé, et les fonds transférés sur des comptes au nom de Grace, gérés par des fiduciaires choisis par Reed. Brooke ne remarqua rien. Sa carte de crédit fonctionnait toujours, les factures du ménage étaient toujours payées, et elle n'avait aucune raison de surveiller de près leur situation financière. Reed avait toujours géré l'argent, et elle s'était contentée de le laisser gérer leur patrimoine tant qu'elle pouvait dépenser librement. La deuxième action de Reed fut plus psychologique. Il commença à documenter le comportement de Brooke, ses mensonges, son absence croissante de la vie de Grace. Il installa des caméras de sécurité dans toute leur maison, soi-disant pour la protéger, mais en réalité pour enregistrer les preuves de la négligence et de la tromperie de Brooke. Il a engagé un expert comptable judiciaire pour retracer chaque achat de Brooke, dressant un tableau détaillé de sa liaison à travers les factures d'hôtel, les frais de restaurant et les cadeaux offerts à Kyle. Mais le coup de maître de Reed a été de retourner le cercle social de Brooke contre elle. Les riches épouses de Millfield vivaient des ragots et de leur position sociale. Reed a commencé à semer soigneusement des informations sur la liaison de Brooke, non pas par révélation directe, mais par des sous-entendus subtils et des questions stratégiques. Il a confié à Carol Fitzgerald, la plus grande commère de leur cercle social, qu'il s'inquiétait des cours d'art du jeudi de Brooke. Elle rentre si tard et ne parle jamais de ce qu'elle a appris. Je commence à me demander si elle apprécie vraiment les cours ou si elle a simplement besoin de s'éloigner de chez elle. À Jennifer Walsh, dont le mari l'avait trompée l'année précédente. Reed s'est inquiété des sautes d'humeur de Brooke. Elle semble si heureuse ces derniers temps, mais distante, comme si elle avait un secret qui l'excite. J'espère qu'elle ne nous réserve pas une surprise que nous ne pouvons pas nous permettre en ce moment. La beauté de l'approche de Reed résidait dans le fait qu'il n'accusait jamais directement Brooke de quoi que ce soit. Il se contentait de semer le doute et laissait les réseaux sociaux faire le reste. En 2 semaines, la moitié de l'élite de Millfield spéculait sur le comportement suspect de Brooke Morrison. Lorsque Brooke commença à être snobée au country club et remarqua que ses amis mettaient fin aux conversations dès qu'elle s'approchait, elle rejeta d'abord la faute sur Reed. Elle l'accusa d'avoir dit quelque chose qui ternissait sa réputation, ce qu'il nia en toute honnêteté. Il n'avait jamais rien dit de blessant à son sujet.
Peut-être que les gens se rendent compte des tensions dans notre couple, suggéra Reed avec une fausse inquiétude. Tu as été distante ces derniers temps. Travailler tard, ces cours d'art, tout ce temps passé loin de chez toi. On remarque quand les couples se séparent. La paranoïa de Brooke augmenta à mesure que son statut social s'érodait. Elle commença à s'en prendre à Grace, reportant sa frustration sur la seule personne incapable de se défendre. Reed documenta chaque incident, chaque moment de cruauté, chaque signe que Brooke était une mère indigne. Le point de rupture survint lorsque Brooke commit une erreur cruciale. Frustrée par la dégradation de sa vie sociale et convaincue que Reed la sabotait, elle décida de provoquer une confrontation. Elle dit à Kyle qu'ils devaient rendre leur relation plus publique pour cesser de se cacher et exprimer leurs sentiments. Kyle, déjà sous le choc de ses échecs professionnels et du divorce d'Amanda, fut horrifié par cette suggestion. Il avait utilisé cette liaison comme une échappatoire à ses problèmes, et non comme un prétexte à de nouvelles complications. Lorsque Brooke le pressa de quitter leur conjoint et de commencer une nouvelle vie ensemble, Kyle réalisa que sa maîtresse était bien plus investie dans leur relation que lui. Reed apprit leur dispute grâce au rapport de surveillance de Blake. Le détective privé suivait Kyle et Brooke, documentant leur rencontre et enregistrant leur conversation. Autant que possible. D'après les notes de Blake, Brooke avait accusé Kyle d'être un lâche, tandis que Kyle lui avait confié qu'elle vivait dans un fantasme si elle pensait qu'il allait détruire sa vie pour une liaison. Cette dispute marqua le début de la fin de la relation de Brooke et Kyle. Mais cela offrit aussi à Reed l'ouverture qu'il attendait. Il s'arrangea pour que Brooke découvre les véritables sentiments de Kyle de la manière la plus dévastatrice qui soit. Reed engagea une actrice par l'intermédiaire d'une agence artistique de Chicago. Une personne sans aucun lien avec Millfield, capable d'incarner un rôle de manière convaincante. La femme, qui ressemblait étrangement à Brooke, fut chargée d'aborder Kyle dans son bar habituel et prétendit être intéressée par lui. Le but de Reed n'était pas de le faire tromper à nouveau, mais d'enregistrer sa véritable opinion sur Brooke alors qu'il pensait parler à un inconnu. L'actrice, munie d'un enregistreur caché, engagea une conversation avec Kyle sur les relations amoureuses et les liaisons. En moins d'une heure, Kyle, ivre, avouait qu'il était coincé avec cette femme en manque d'affection qui croit qu'une liaison est synonyme d'amour véritable et qu'il cherchait un moyen de la larguer sans faire de scène. Reed fit retoucher et monter l'enregistrement, puis s'arrangea pour que Brooke le reçoive anonymement. Le colis arriva chez eux avec un mot. « J'ai pensé que vous devriez savoir ce que votre amoureux du jeudi pense vraiment de vous. » Lorsque Brooke entendit la voix de Kyle la décrire comme désespérée et collante, quelque chose en elle se brisa. Elle affronta Kyle le soir même, lui hurlant dessus dans le hall de l'hôtel Grandview, sous le regard d'une douzaine de témoins. La scène était tout ce que Reed avait espéré, publique, désordonnée et totalement destructrice pour leur réputation à tous deux. Mais Reed n'en avait pas fini avec eux. L'enregistrement n'était que la première phase de sa fin. Bientôt, Brooke et Kyle allaient apprendre que leur trahison avait des conséquences bien au-delà d'une liaison brisée. Chapitre 7, le jugement commence. La famille Sterling était l'aristocratie de Millfield depuis 3 générations. Le grand-père de Bob Sterling avait fondé Sterling Financial Services en 1952, se forgeant une réputation d'investissement conservateur et de clientèle exclusive. Bob avait hérité non seulement d'une entreprise, mais aussi d'une position sociale qui faisait de lui l'un des hommes les plus influents de la ville. Le nom Sterling ouvrait des portes, garantissait des contrats avantageux et imposait le respect. Mais Bob Sterling avait commis l'erreur fatale de croire à sa propre légende. Lorsqu'il avait humilié Grace Morrison et moqué son père, il avait supposé que Reed absorberait simplement l'insulte comme toutes les autres subtilités qu'il avait subies au fil des ans. Bob avait oublié que sous l'apparence polie de Reed se cachait un homme qui avait grandi en se battant pour tout ce qu'il possédait. La première notification arriva un jeudi matin, le jour même où Grace avait été contrainte de nettoyer les toilettes pendant le départ de ses grands-parents. La lettre provenait du service de recouvrement de Sterling Financial Services, informant Bob que son prêt immobilier était en souffrance et exigeant le paiement immédiat du solde total, soit 2,8 millions de dollars. La première réaction de Bob fut la confusion, puis la colère. Il fit irruption dans son bureau pour savoir comment sa propre entreprise pouvait menacer de saisir sa maison. Son assistante, Margaret, avait reçu toute la matinée des appels de créanciers de plus en plus agités. « Monsieur Sterling, j'ai essayé de vous joindre. » Margaret dit, « Nous avons un problème. 3 de nos principaux investisseurs nous rappellent et exigent un règlement immédiat. » Le visage de Bob devint blanc. « Quels investisseurs ? » Morrison Holdings, Chicago Capital Group et Midwest Development Fund.
Ensemble, ils représentent 45% de notre capitalisation. C'est impossible. Ce sont tous de petits investisseurs indépendants. Margaret lui tendit une pile de documents juridiques. Plus maintenant, monsieur. D'après ces documents, les 3 sociétés sont des filiales d'une seule et même entité, et cette entité exige le paiement intégral de toutes les obligations en cours, y compris votre prêt immobilier personnel, dans les 30 jours. Bob s'assit lourdement, l'esprit bourdonnant. Il avait structuré son prêt immobilier personnel par l'intermédiaire de Sterling Financial dans le cadre d'une stratégie fiscale, n'imaginant jamais que quelqu'un puisse acquérir suffisamment de parts de son entreprise pour menacer son contrôle. Les termes des accords d'investissement lui revenaient en mémoire. Des termes qu'il avait acceptés parce que les taux d'intérêt étaient si favorables et que les investisseurs semblaient si passifs. À qui appartient la société mère, demanda-t-il, même si une partie de lui connaissait déjà la réponse. Margaret consulta ses notes. Les documents mentionnent Reed Morrison comme actionnaire principal. Le téléphone sonna avant que Bob ait pu en saisir toutes les implications. Margaret répondit, puis tendit le combiné avec un air effrayé. « C'est Monsieur Morrison pour vous. » Bob prit le téléphone d'une main tremblante. Reed. « Bonjour, Bob. » La voix de Reed était calme, presque celle d'une conversation. « Je suppose que tu as reçu les notifications. » Reed, il doit y avoir une erreur. « Tu ne peux pas. » « En fait, je peux. Vois-tu, Bob, il y a 6 mois, quand tu avais besoin de capitaux pour le développement de ce centre commercial, tu as vendu des parts de ton entreprise à ce que tu pensais être des investisseurs anonymes. Mais ces investisseurs, c'était moi. Je possède maintenant 45% de Sterling Financial Services, ce qui signifie que j'ai une influence significative sur la politique de l'entreprise. La bouche de Bob s'assécha. « Que veux-tu ? » « Je veux que tu te souviennes de quelque chose, Bob. Te souviens-tu de mardi soir dernier ? Te souviens-tu de ce que tu as dit à ma fille de 3 ans ? » Le silence s'éternisa entre lorsque Bob réalisa que Reed était au courant de l'humiliation de Grace. Reed, c'était juste ce que Grace avait besoin d'apprendre. Grace avait besoin d'apprendre que son grand-père la pense sans valeur parce qu'elle partage mon sang. Grace avait besoin d'apprendre que sa grand-mère trouve son éducation inférieure. Et Grace avait besoin d'apprendre que sa mère trouve divertissant de la regarder souffrir. La voix de Bob est devenue désespérée. « Reed, s'il vous plaît, nous pouvons résoudre ce problème. » C'était un malentendu. « Non, Bob. » C'était exactement ce qu'il semblait être. « Vous avez humilié ma fille parce que vous pensiez que j'étais assez faible pour vous laisser s'en tirer. Vous aviez tort. » La voix de Reed est restée stable, mais Bob pouvait entendre quelque chose de dangereux sous le ton. Calme. Voici ce qui va se passer, Bob. Vous avez 30 jours pour payer le solde complet de votre hypothèque, ainsi que des pénalités et des frais. Si vous ne pouvez pas payer, la maison va aux enchères. Et comme je contrôle le processus de forclusion grâce à ma participation dans votre entreprise, je m'assurerai que la vente aux enchères se produit très rapidement et très publiquement. Cette maison est dans ma famille depuis 40 ans et Grace est ma famille. La différence est que je protège ce qui est à moi. La ligne est devenue morte, laissant Bob fixant le téléphone dans sa main. Autour de lui, les bureaux des services financiers de Sterling qui étaient son royaume depuis 20 ans se sentaient soudainement comme un tombeau. Pendant ce temps, Pat Sterling découvrait que sa position sociale était beaucoup plus fragile qu'elle ne l'avait imaginé. La Country Club, où elle avait régné comme Queen Bee pendant des décennies, bourdonnait de ragots sur les problèmes financiers de la famille Sterling. Un mot avait divulgué en quelque sorte que la maison de Bob était en forclusion, et les femmes riches qui avaient autrefois concouru pour l'approbation de Pat l'évitaient maintenant avec une efficacité impitoyable que seule l'élite sociale pouvait gérer. Mais Reed ne se contentait pas de détruire simplement la maison Sterling. Il avait planifié quelque chose de bien plus personnel, beaucoup plus dévastateur. Alors que Pat était assis dans sa salle de jardin, la même pièce où elle avait regardé Grace pleurer. Elle ne savait pas que son monde était sur le point de devenir beaucoup plus petit et beaucoup plus dangereux. Le coup à la porte est venu au coucher du soleil. Pat l'ouvrit pour trouver 2 hommes dans des vêtements de travail debout sur son porche. Derrière eux, elle pouvait voir un camion de construction Morrison dans l'allée. « Madame Sterling, nous sommes ici au sujet des travaux de rénovation. Je suis désolé. Il doit y avoir une erreur. Nous n'avons prévu aucun travail de rénovation. » Le contremaître, Danny Rodriguez, a consulté son presse-papier.
Selon notre état de travail, nous sommes ici pour commencer la démolition dans la salle du jardin. Quelque chose à propos des dommages structurels qui le rend dangereux pour l'occupation. Le cœur de Pat a commencé à courir. C'est impossible. Cette maison vient d'être inspectée l'année dernière. Danny haussa les épaules. Madame, je fais juste ce que dit le poste de travail, et l'ordre de travail dit que cette salle est condamnée et doit être démolie immédiatement pour des raisons de sécurité. Alors que Pat regardait avec horreur, l'équipe de démolition a commencé à installer du matériel dans la salle du jardin où elle avait humilié sa petite fille. La pièce où elle avait enseigné la grâce que le sang de son père la rendait inférieure était sur le point d'être réduite à des décombres. « Vous ne pouvez pas faire ça. » Pat cria. « C'est ma maison. » Danny la regarda avec quelque chose qui aurait pu être pitié. « En fait, madame, selon l'avis de forclusion, cette maison appartient à Sterling Financial Services. Et Sterling Financial Services ont contracté Morrison Construction pour gérer la démolition. » Alors que le premier coup de marteau brisait les portes françaises, Pat Sterling a finalement compris qu'elle avait fait un ennemi du mauvais homme. Reed Morrison n'avait pas seulement pris leur maison. Il détruisait personnellement la pièce où ils avaient brisé le cœur de sa fille. La guerre avait commencé et les Sterling perdaient mal. Chapitre 8. Total Warfare. Kyle Brennan pensait qu'il avait atteint le fond quand Amanda a demandé le divorce et que son projet d'affaires s'est effondré. Il avait tort. Reed Morrison ne faisait que commencer. L'assaut de Reed contre Kyle a commencé avec des frappes de précision conçues pour l'isoler et l'humilier. Le premier coup est passé par les relations commerciales de Kyle. Reed avait passé des années à établir des liens dans toute l'industrie de la construction et du développement, et il a commencé à appeler des faveurs avec une efficacité chirurgicale. Les entrepreneurs qui ont travaillé avec Brennan Développement pendant des années sont soudainement devenus indisponibles. Les fournisseurs ont connu des retards mystérieux dans les matériaux de livraison. Les inspecteurs de la ville ont trouvé de nouvelles violations sur des projets qui avaient précédemment réussi l'inspection. Dans les 2 semaines, les développements restants de Kyle étaient hémorragués et confrontés à des retards coûteux. Mais la guerre psychologique de Reed était encore plus dévastatrice. Il s'est arrangé pour que Kyle se souvienne constamment de ses erreurs à travers une campagne de tourments subtils. Des fleurs ont été livrées au bureau de Kyle tous les jours, des arrangements funéraires avec des cartes qui lisent à la mémoire de son mariage et des condoléances sur votre perte. Les clés de la chambre d'hôtel de la Grande Vue sont arrivées dans le courrier de Kyle avec des notes suggérant qu'il pourrait vouloir revisiter les temps plus heureux seul. Le génie de l'approche de Reed était que rien qu'il faisait n'était techniquement illégal. Les fleurs pourraient être expliquées comme une farce. Les clés de la chambre pouvaient être rejetées comme une erreur de marketing d'hôtel, mais l'effet cumulatif a été de conduire Kyle vers une rupture paranoïaque. Kyle a essayé de riposter à travers des canaux juridiques, mais Reed avait prévu cette décision. Lorsque les avocats de Kyle ont tenté de retracer le harcèlement à Reed, ils n'ont trouvé que des impasses. Les ordres de fleurs ont été passés à travers des comptes introuvables. Les clés de l'hôtel ont été envoyées par des expéditeurs anonymes. Chaque tentative pour prouver que la participation de Reed a échoué, laissant Kyle apparaître de plus en plus instable pour quiconque a essayé de l'aider. Le coup final est venu lorsque Reed a détruit la relation de Kyle avec son père, Harrison Brennan. Harrison était la vieille école, un homme qui avait construit le développement de Brennan à travers des relations personnelles et des accords de poignée de main. Il appréciait la réputation au-dessus du profit et avait été discrètement horrifié par les scandales entourant le divorce et les défaillances commerciales de son fils. Reed a organisé une réunion avec Harrison sous la prétention de discuter d'un partenariat potentiel entre Morrison Construction et Brennan Développement. La réunion a eu lieu au Millfield Country Club où Reed avait soigneusement orchestré un public d'hommes d'affaires influents. Harrison, j'apprécie que vous ayez pris le temps de me rencontrer, a déclaré Reed alors qu'il s'installe sur des chaises en cuir dans la salle à manger principale du club. Bien sûr, Reed. Bien que je dois admettre, je suis surpris que vous souhaitiez travailler avec nous compte tenu des développements récents. Reed hocha gravement. Je crois à la séparation des affaires des questions personnelles. Les problèmes de Kyle sont les siens, mais Brennan Développement a une réputation qui vaut la peine de préserver. Harrison se détend légèrement. Est resté amical, mais quelque chose dans son ton a fait du tas de Harrison. Enquêtez avant de considérer un partenariat. Je pense que vous devriez savoir ce que votre fils a fait. Le visage de Harrison est devenu gris alors qu'il étudiait les photos. L'affaire de son fils était assez mauvaise,
mais les images de Kyle ivre et belligérant lors des réunions d'affaires étaient dévastatrices pour un homme qui avait construit sa réputation sur le professionnalisme et l'intégrité. Slurier avec l'alcool et le mépris. Pour les règles de vieille monnaie, et ses plans pour vendre les propriétés héritées de l'entreprise pour des bénéfices rapides. Où avez-vous obtenu cela? Chuchota Harrison. Kyle s'est enregistré. Reed a menti en douceur. Il faisait des notes pour une présentation aux investisseurs potentiels. Je pensais que vous devriez l'entendre avant d'approcher vos clients. La conversation provenait en fait d'une des sessions de Reed avec l'actrice qui s'était approchée de Kyle, mais Harrison n'avait aucun moyen de le savoir. Pour lui, cela ressemblait à son fils avait trahi tout le nom de Brennan représenté. Vous avez le choix. Valeur. J'éloignerai l'entreprise de ses échecs personnels et je m'assurerai que tout le monde connaît la différence entre Kyle Brennan et Harrison Brennan. À la fin de leur lancement, Harrison avait effectivement renié son fils. Il a annoncé aux hommes d'affaires assemblés que Kyle ne représenterait plus le développement de Brennan à quelque titre que ce soit et que la société rompait tous les liens avec les entreprises indépendantes de Kyle. Kyle a appris la décision de son père à travers un appel téléphonique qui a duré moins de 30 secondes. La voix de Harrison était froide et finale. Vous n'êtes plus mon fils ou mon partenaire commercial. Ne me contactez plus. Lorsque Kyle a tenté de discuter, pour expliquer qu'il était installé, Harrison a simplement raccroché. La fortune de la famille Brennan, le fonds en fiducie qui avait soutenu Kyle toute sa vie, les connexions commerciales qui avaient rendu sa carrière possible, tout cela a été parti en un instant. Kyle s'est assis dans son bureau vide, fixant le téléphone dans sa main, comprenant enfin toute l'étendue de la vengeance de Reed Morrison. Il avait perdu sa femme, son entreprise, sa famille et son avenir, et Reed n'était pas encore terminé avec lui. Chapitre 9. Le jugement final. 6 mois après que Reed Morrison avait entendu sa fille humiliée, les morceaux de sa vengeance se sont mis en place avec une précision dévastatrice. La Sterling House avait été vendue aux enchères pour une fraction de sa valeur, achetée par une société d'obus qui contrôlait et démolie immédiatement. L'empire financier de Bob Sterling s'était effondré lorsque d'autres investisseurs, effrayés par le scandale de forclusion, ont commencé à retirer leurs fonds. Pat Sterling, dépouillé de sa position sociale et de sa sécurité financière, avait été forcé de s'installer dans un appartement modeste dans la partie la moins à la mode de la ville. Kyle Brennan vivait dans un studio au-dessus d'un dépanneur. Son fonds fiduciaire a disparu, son entreprise a détruit, son nom de famille a ruiné. Le règlement du divorce d'Amanda avait pris la moitié de ses actifs restants et le célèbre de son père avait éliminé tout espoir de reprise financière. Il a passé ses journées à travailler comme commis dans une quincaillerie. Un roseau d'emploi avait organisé des liens, non pas par miséricorde, mais pour s'assurer que Kyle a connu le genre de travail manuel qu'il considérait toujours sous lui. Mais le chef-d'œuvre de Reed était réservé à Brooke. La procédure de divorce avait été rapide et brutale. L'équipe d'avocats de Reed, armée de preuves de l'affaire de Brooke, de sa négligence de grâce et de sa participation à l'humiliation de l'enfant, avait obtenu la garde complète et avait laissé Brooke sans rien. L'accord prénuptiel qu'elle avait signé, confiant dans sa capacité à manipuler indéfiniment Reed, avait protégé ses actifs commerciaux de la division, Ria a joué une dernière carte qui a détruit toute sympathie Brooke aurait pu prétendre. Les caméras de sécurité qu'il avait installées dans leur maison avaient capturé le traitement de la grâce par Brooke pendant les mois de l'affaire. Des moments de cruauté décontractée, de négligence émotionnelle et de violence verbale qui ont peint une image d'une mère qui considérait son propre enfant comme un obstacle à son bonheur. Lorsque les enregistrements ont été joués au tribunal de la famille, même le propre avocat de Brooke lui avait conseillé d'accepter les conditions de Reed sans autre concours. Le juge, un homme de famille lui-même, avait été visiblement dégoûté par le comportement de Brooke et avait complètement mis fin à ses droits parentaux. Maintenant, Reed était assis dans son bureau à domicile, Grace jouant tranquillement avec ses jouets dans la salle adjacente, passant en revue les rapports finaux de Trevor Blake. Sa vengeance était complète, mais il ne ressentait aucune satisfaction, seulement la certitude froide que la justice avait été rendue. Le coup à sa porte est venu à 8 heures exactement. Reed l'ouvrit pour trouver Brooks debout sur son porche, l'air houleux et désespéré. 6 mois de conséquences avaient vieilli ses années. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par des tenues de magasin à prix réduit. Son maquillage parfait a été maculé et sa posture une fois confiante s'était effondrée dans une défaite vaincue. Reed, s'il vous plaît, elle a commencé. J'ai besoin de voir Grace. C'est ma fille. Reed sorta, fermant la porte derrière lui pour s'assurer que Grace ne pouvait pas entendre la conversation.
Sa voix était calme, sans émotion. Grace est ma fille. Le tribunal était très clair à ce sujet. J'ai fait des erreurs, dit Brooke, des larmes coulant sur son visage. J'étais stupide. J'étais égoïste. Mais je l'aime. Je t'aime. Nous pouvons résoudre ce problème. Reed a étudié son ancienne épouse avec le même détachement qu'il avait appliqué une fois au plan de construction. Brooke avait été belle une fois, charmante, tout ce qu'il pensait vouloir. Maintenant, il pouvait la voir clairement. Une femme dont l'amour était conditionnel, dont la loyauté était à vendre, dont la cruauté a émergé chaque fois qu'elle pensait que personne ne regardait. Brooke, tu te souviens de ce que tu as dit cette nuit-là chez tes parents? Quand vous avez regardé Grace pleurer pendant que votre père l'appelait un perdant comme moi. Le visage de Brooke s'effondre. Je ne le pensais pas. J'étais en colère contre toi et je l'ai retiré sur elle. C'était mal, mais les gens font des erreurs. Vous avez ri, dit Reed tranquillement. Votre fille de 3 ans était humiliée et vous avez ri. Ce n'était pas une erreur, Brooke. C'était qui vous êtes vraiment. Les gens peuvent changer. La voix de Brooke est devenue désespérée. Je peux être mieux. Je peux être la femme dont vous avez besoin. La mère Grace mérite. Reed secoua la tête. Vous aviez 3 ans pour être la mère que la grâce méritait. Vous avez choisi d'être à la place de la maîtresse de Kyle Brennan. De l'intérieur de la maison est venue la voix de Grace appelant son papa. Reed sourit au son. La première véritable émotion qu'il avait montrée depuis l'arrivée de Brooke. Grace ne vous demande plus, a-t-il dit. Elle a oublié ce que ça fait de marcher sur des coquilles d'œufs autour de sa propre mère. Elle est heureuse maintenant. Tu l'as tournée contre moi. Je n'ai pas eu à le faire. Les enfants se souviennent de la façon dont ils sont traités, Brooke. Grace se souvient de ton impatience, de ton absence, de ta cruauté. Elle est mieux sans toi. Brooke est tombée à genoux sur le porche, sanglotant. S'il vous plaît, Reed. Je ferai n'importe quoi. Je vais signer ce que vous voulez. Acceptez toutes les conditions. Permettez-moi de faire partie de sa vie. Reed baissa les yeux sur la femme qui avait autrefois été sa femme, qui avait né son enfant, qui les avait trahis tous les deux pour l'excitation d'une affaire. Pendant un moment, il a presque eu pitié. Puis il se souvenait du visage taché de la larme de Grace alors qu'elle essayait de nettoyer une toilette tandis que les adultes de sa vie se moquaient de la part de l'existant. Non, dit-il simplement. Grace mérite mieux qu'une mère qui la considère comme un fardeau. Elle mérite mieux qu'une mère qui l'humilierait pour des divertissements. Et elle mérite mieux qu'une mère qui échangerait sa famille pour quelques mois d'excitation avec un autre homme. Reed s'est tourné vers la porte, puis avait fait une pause. Brooke, vous m'avez demandé une fois que je travaillais si dur. Il a fait face à sa dernière fois. Pour sortir. Avec elle. Reed s'est agenouillé à côté de sa fille et l'a tirée dans ses bras. Elle sentait le savon et l'innocence, comme tout ce qui vaut la peine d'être protégé dans le monde. Papa, qui était cette dame? Demanda Grace. Reed lisse ses boucles blondes et embrassa son front. Personne d'important, chérie. Personne d'important du tout. À l'extérieur, Brooke s'est finalement tenue et s'est éloignée de la maison où elle avait vécu une fois, de la famille qu'elle a détruite à travers ses propres choix. Elle n'avait pas d'argent, pas de perspective, pas de système de soutien. Kyle Brennan, l'homme pour lequel elle a échangé sa famille, ne rendrait pas ses appels. Ses parents, ruinés par leur association avec sa trahison, avaient clairement indiqué qu'elle n'était plus la bienvenue dans leur vie. Reed Morrison avait tenu sa promesse. Tous ceux qui l'avaient trahi, tous ceux qui avaient blessé sa fille avaient payé un prix bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé possible. Il avait prouvé que le pouvoir n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait de la volonté d'utiliser cet argent sans pitié quand la miséricorde n'était pas méritée. Alors que Brooke disparaissait dans l'obscurité, Reed Morrison a fermé le porte sur le passé et se concentre sur l'avenir. Il avait une fille à élever, une entreprise à gérer et une vie à construire à partir des cendres des erreurs de son ennemi. La guerre était terminée. Reed Morrison en avait un. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.